C'est fastoche. Maîtriser le point de départ pour comprendre le point d'arrivée. Bonjour à tous. C'est fastoche se veut être un moyen performant de transmission du savoir. Il s'agit d'un concept basé, entre autres, sur la maîtrise des fondamentaux avant de traiter le problème en profondeur de façon illustrée et ludique pour permettre une accessibilité à tous. Le niveau des intéressés étant différent, pour ne pas dire disparate, si certaines notions évoquées seront évidentes pour certains, elles seront nécessaires à d'autres. D'ailleurs, dans le cadre du thème développé, une notion particulièrement déterminante sera répétée de façon presque excessive pour s'assurer de sa compréhension. Jadis, durant mon parcours d'étudiant, j'ai pu croiser, ici et là, quelques étudiants s'interroger sur des points importants en matière de consolidation. Il s'agissait principalement de la composition des titres de participation avec leur écart de première consolidation, mais aussi de la situation nette comptable des filiales consolidées et de leurs capitaux propres. Commençons par analyser la composition des titres de participation. Qu'est-ce que des titres de participation en matière de consolidation ? Ces titres représentent une valorisation financière qui se compose tout d'abord de l'actif net comptable évalué à la date d'acquisition de la filiale, ou de ses capitaux propres. Cependant, cet actif net comptable n'est qu'une addition de la valeur nette comptable de chaque actif et passif du bilan, qui sont parfois très éloignés de la valeur réelle de marché. C'est d'ailleurs le cas souvent pour une construction. Il est alors nécessaire de procéder à une réévaluation de certains de ces actifs. Toutes ces réévaluations constituent un écart qu'on appelle un écart d'évaluation. Nous obtenons au total l'actif net comptable corrigé. Pour finir, comme cette estimation est toujours différente de la juste valeur car elle ne fait que répondre à une valorisation de chaque actif pris séparément, un complément de prix est souvent ajouté, justifié par des critères basés sur le potentiel de gain futur plus ou moins juteux pour l'entreprise dans son ensemble. Entre parenthèses, il est aussi possible que plutôt qu'un complément de prix, ce soit un prix plus faible que l'actif net comptable corrigé qui soit proposé. Mais cette hypothèse ne sera pas évoquée ici. Le complément de prix, basé sur des éléments non identifiables, constitue, lui, l'écart d'acquisition. Pour résumer, il y a 3 éléments qui composent le prix d'acquisition des titres de participation enregistrés, c'est la mère, c'est l'actif net comptable, l'écart d'évaluation et l'écart d'acquisition. La somme de l'écart d'évaluation et de l'écart d'acquisition constitue l'écart de première consolidation. Voyons d'abord l'impact des écarts évaluation et acquisition sur les titres de participation. Observons ce schéma dont l'axe des temps évolue entre 2000 et 2020 pour mieux comprendre. Dans les comptes sociaux, à gauche, sur le schéma, on constate, malgré le temps qui passe, une totale inertie de la valeur des titres qui sont valorisés à leur prix d'acquisition, principe des coûts historiques. En consolidation, à droite, le traitement des titres de participation est différent. On voit immédiatement que la valeur de certains composants des titres, indépendamment de leur traitement spécifique de consolidation, peuvent se réduire. En effet, si en 2020, la valorisation est identique à celle des comptes sociaux, ce n'est plus le cas les années qui suivent. Cela est dû à l'amortissement des écarts d'évaluation sur éléments amortissables, bien sûr, et écarts d'acquisition. Occultons désormais l'écart de première consolidation et intéressons-nous uniquement à l'actif net comptable, c'est-à-dire aux capitaux propres. On va donc supposer ici que ces capitaux propres sont le seul critère qui aura servi à la valorisation des titres au moment de leur acquisition. Observons cette représentation schématique. Le cercle bleu foncé représente les capitaux propres de la mère qui comprennent entre autres la valeur des titres au prix auquel ils ont été acquis, donc à la valeur des capitaux propres des filiales au moment de leur acquisition. Soulignons que le principe des coûts historiques fige la valeur des titres au sein des capitaux propres de la mère pour toujours. Sur ce schéma, la valeur des capitaux propres des filiales sont symbolisées par des bulles situées à l'intérieur du cercle bleu. Pourtant, ce cercle bleu constitue, nous l'avons dit, les capitaux propres de la mère. Alors pourquoi à l'intérieur du cercle bleu ?
simplement parce que ces valeurs appartiennent autant à la mère qu'aux filiales, d'où leur superposition. Il ne faut pas supposer que ces valeurs existent deux fois, même si elles apparaissent au sein des capitaux propres autant de la mère que de ses filiales. Par contre, les variations ultérieures à l'acquisition des capitaux propres des filiales n'étant jamais prises en compte dans les comptes sociaux de la mère, alors qu'ils sont en réalité en perpétuelle évolution, comme on peut le voir à l'extérieur du cercle bleu, ces différences devront, quant à elles, être prises en compte dans les capitaux propres du groupe en cas de consolidation. On observe sur le schéma que la filiale D vient d'être rachetée puisqu'il n'y a pas de bulle à l'extérieur du cercle bleu, donc pas encore de différence entre les capitaux propres de la mère et ceux de la filiale. Si nous devions représenter graphiquement les capitaux propres du groupe sans doublement des capitaux propres communs, nous obtiendrions ceci. Cette notion étant importante, insistons en faisant la même démonstration à l'aide du bilan d'une société mère à gauche et d'un graphique représentant l'évolution annuelle des capitaux propres d'une filiale à droite. On voit dans le bilan de la mère que les titres ont été acquis en 2018 et comportent un surprix, l'écart de première consolidation. Cet écart de prix sera encore occulté pour rester concentré sur l'évolution des capitaux propres correspondant uniquement à l'actif net comptable. Précisons tout de suite une chose importante. Le montant de l'actif net comptable de la filiale valorisant les titres lors de leur acquisition en 2018 apparaît tout autant dans les capitaux propres de la mère via les titres de participation à gauche sur le schéma que dans les capitaux propres de la filiale figurant dans son bilan, bien sûr, à droite sur le schéma. Ce n'est qu'à ce moment précis que les capitaux propres sont impactés pour le même montant. Pour les exercices qui suivent, alors qu'à gauche, cette partie des capitaux propres restera totalement inerte, à droite, nous pouvons observer l'évolution des capitaux propres de la filiale de 2018 à 2023. C'est uniquement cette variation, création de richesse de la filiale, qui doit profiter au groupe, puisque nous avons dit que la situation de base 2018 était déjà comprise dans les capitaux propres de la mère. Prenons l'exemple de la consolidation de 2022. On intègre la totalité des capitaux propres de la filiale auxquels on soustrait les titres. En réalité, on ne soustrait pas vraiment les titres, mais ce que reflètent ces titres, c'est-à-dire l'actif net comptable de 2018. En agissant ainsi, on fait la soustraction suivante. Situation nette comptable 2022 de la filiale, moins la situation nette comptable 2018 de la filiale, égale la variation des capitaux propres à ajouter aux capitaux propres du groupe. Le cumul des résultats des années intermédiaires de la filiale font partie des réserves consolidées, alors que le résultat de l'année de la consolidation fait partie du résultat consolidé. Voilà ce que cela donne sur les deux bilans. Récupérons les actifs et passifs en échange des titres. Si on décompose le montant du capital de la filiale, on constate qu'il a augmenté de 100 par rapport à la date d'acquisition des titres. Supposons qu'il s'agisse d'une simple augmentation de capital par incorporation de réserve. On peut donc éliminer les titres avec la partie des capitaux propres de la filiale qui existait au moment de l'acquisition. Pour le reste, on constate que les réserves et résultats ont augmenté respectivement de 200 et 100. Ce sont donc ces variations qui constituent une richesse nouvelle pour le groupe. L'augmentation de capital de la filiale ainsi que ses réserves seront affectées aux réserves consolidées et le résultat de la filiale en résultat consolidé. Après toutes ces notions sur l'actif net comptable, rappelons le traitement d'une filiale détenue partiellement. Nous voyons sur le bilan de la société A que la valeur des titres est de 330, soit 75% des capitaux propres de la filiale, qui eux sont à 440. Après intégration globale et suppression des titres, il reste 110 à solder parmi les capitaux propres de la filiale.
Ces 110 sont intégrés comme dette au sein du groupe en tant qu'intérêts minoritaires. Enfin, à partir des deux bilans, revenons une dernière fois, de façon furtive, sur l'écart de première consolidation avant d'attaquer le quart complet, mais sans retraitement. Avant toute variation de capitaux propres, après récupération de l'actif net lors de la consolidation, nous constatons que les capitaux propres de la filiale sont insuffisants pour compenser les titres de participation. Il reste ici un solde de 200. C'est aussi cet écart, l'écart de première consolidation, qui fera l'objet d'un développement dans le cas complet qui va suivre, partant de l'acquisition des titres jusqu'à l'intégration globale de la filiale. Voici le contexte. La société Choco d'exception, nouvellement créée par des innovateurs en matière de goûts exotiques, épices, piments, etc., épate ses concurrents du secteur chocolaterie en ce qu'en quelques semaines seulement, elle a vu sa clientèle s'accroître de façon exponentielle. Intéressée par cette société, la société Praline de Luxe propose aux actionnaires qui sont aussi salariés de leur racheter leur société. Elle souhaite aussi offrir à ses actionnaires salariés un statut privilégié de salariés pour s'assurer de la conservation du savoir-faire. Mais ce n'est pas tout. Pour intéresser encore davantage les actionnaires actuels à la réussite de cette entreprise, elle leur laisse une part de 20% du capital. Les salariés propriétaires actuels vont donc devenir actionnaires à 20% et représenteront, dans le cadre de la consolidation, des créanciers appelés intérêts minoritaires. Voici le bilan de la société Choco d'exception qui sert de base pour la fixation du prix proposé. Ce bilan de cette société qui n'a pourtant que 4 mois d'existence est corrigé de certaines plus-values et ajouts de valeur. Avant de traiter l'aspect fiscal, nous constatons que le terrain et la construction ont vu leur prix flamber de 40 chacun à la suite d'une modification opportune de la voirie, supprimant le double sens d'une rue pour la rendre à sens unique, obligeant ainsi les voitures à passer dans une autre rue où se situe justement la chocolaterie, une exposition désormais stratégique. Par ailleurs, la société cible s'est vite fait un nom qui se respecte désormais dans le milieu du chocolat au point d'être considérée comme une marque à part entière et dont la valorisation se monte à 100. Reprenons l'ensemble des éléments de valorisation des titres pour une analyse plus détaillée. Pour l'acquisition de 80% de cette société, la société Praline de Luxe offre un prix de 640. Si à ce prix nous déduisons la quote-part du groupe sur éléments identifiables, soit d'abord celle sur l'actif net pour 440, puis la plus-value nette d'IS sur terrain et celle sur construction, soit 30 et 30, et enfin la marque qui ne subit pas d'imposition car non cessible pour 100, soit un total de 600 auquel on applique les 80%, ce qui fait 480. Nous obtenons un écart d'une valeur de 160 qui se justifie par des éléments non identifiables comme le potentiel, le savoir-faire, l'emplacement stratégique, etc. L'ensemble des plus-values et la reconnaissance de la marque constituent l'écart d'évaluation alors que les éléments non identifiables constituent l'écart d'acquisition. Situons-nous maintenant en début N et voyons les deux bilans. À gauche, la société Praline de Luxe qui souhaite racheter la société Choco d'exception dont le bilan se situe à droite. Dans le bilan de la société Praline de Luxe, on remarque une trésorerie importante. Sur cette trésorerie, 640 sont destinés à financer l'acquisition de la société Choco d'exception. Ils sont donc virés sur les comptes des anciens actionnaires qui ont cédé 80% du capital de leur société. En contrepartie, la société Praline de Luxe reçoit des titres de participation et devient la société mère. Le total de ces actifs n'est donc pas modifié puisque la baisse de la trésorerie est compensée par les titres ainsi reçus. Cette opération n'a donc pas non plus d'effet sur les capitaux propres de la mère. Pourquoi est-ce important de préciser cela ? Simplement pour rappeler que même si la société acquise fait apparaître des capitaux propres, cela ne fait pas pour autant baisser ceux de la mère comme si les capitaux propres de l'un compensaient les capitaux propres de l'autre.
On rappelle simplement qu'il s'agit des mêmes capitaux propres comme nous l'avons déjà expliqué plusieurs fois précédemment. C'est simplement un nouveau constat. 80% des capitaux propres constituent 352 auxquels il faut ajouter, d'une part, 80% de l'écart d'évaluation, puisque cet écart appartient autant à la mère qu'aux autres 20% d'actionnaires, et d'autre part, l'écart d'acquisition pour obtenir le prix des titres de 640. Si nous devions réaffecter l'ensemble des composants de prix à chaque actif au même moment que l'acquisition, voilà ce que cela donnerait sur les bilans. D'abord, le terrain. Le brut accroît sa valeur. Le net alimente les réserves de la filiale. Et la taxation de la plus-value est imputée au passif sur un compte d'impôt différé. Idem pour la construction. La marque est un compte qui n'existe pas sur le bilan d'origine. Ce compte apparaît donc au moment de la consolidation et ne subit, quant à lui, aucune imposition. Le traitement de l'écart d'acquisition est différent puisqu'il réduit immédiatement la valeur des titres pour être alimentés. Voilà ce que cela donne. Passons à la situation 2 ans après, c'est-à-dire au 31-12 N+1. Contrairement à la situation précédente, apparaissent des dotations sur amortissement de la construction. On voit une partie avant IS et l'autre net d'IS. Tout d'abord, affectons la valeur des plus-values avant IS, du terrain, de la construction et de la marque. Ensuite, alimentons les réserves des plus-values net d'IS, du terrain, de la construction et de la marque. Et alimentons l'impôt différé de passif, mais uniquement du terrain et de la construction. Nous obtenons l'écriture suivante. Passons au montant net. Pour la marque et les terrains, rien de particulier. En revanche, pour les constructions, il faut d'abord constater les dotations des 2 années passées avec un impact fiscal qui affecte les réserves et le résultat. Voici l'écriture comptable de consolidation. Les titres qui alimentent l'écart d'acquisition perdent 160 de leur valeur. En IFRS, cet écart est constaté en charge. Par ailleurs, il est possible d'intégrer à la valeur des titres les frais financiers net d'IS subis lors de l'acquisition. Voici l'écriture. Pour ce qui est des dotations N et N+1, en plus d'alimenter l'amortissement à l'actif, elles s'imputent respectivement sur les réserves et résultats pour la totalité de leur montant puisqu'il n'y a pas d'imposition. Enfin, la valeur nette comptable de l'écart d'acquisition est imputée à l'actif sur le compte en question. Voici l'écriture. Procédons à la consolidation des 2 bilans. Après le transfert de l'actif net, traitons les capitaux propres. D'abord, il y a les réserves consolidées qui se composent d'une part des réserves de la mère et d'autre part de 80% du cumul du capital et des réserves de la filiale desquelles on soustrait la valeur des titres nette de l'écart de première consolidation, ce qui donne un montant de 1162. Voici l'écriture. Ensuite, traitons le résultat consolidé. On ajoute au résultat de la mère la proportion de 80% du résultat de la filiale, tout simplement. Ce qui donne un total de 1410. Voici l'écriture. Ne reste qu'à traiter le solde des capitaux propres non détenus par la mère. 20% du cumul du capital, réserve et résultat constitue une dette appelée les intérêts minoritaires, ce qui donne un montant de 310. Voici l'écriture.
Retraitement de consolidation, cession interne. Dans cette vidéo, nous allons traiter toutes les écritures de retraitement d'une cession intragroupe. Pour rappel, il n'est pas possible de constater un produit de cession entre sociétés du groupe. D'où sa neutralisation. Cela dit, il ne s'agit pas seulement de supprimer la plus-value générée par la cession mais de rétablir les comptes d'actifs du groupe pour que la situation soit identique à ce qu'elle aurait été en l'absence de cession. À chaque consolidation, nous allons, dans un premier temps, nous resituer au jour de la cession, nous devrons réinitialiser la valeur de l'immobilisation, annuler la suppression des amortissements enregistrés par le cédant, et enfin, supprimer la plus ou moins-value dégagée par la cession. Dans un second temps, nous reviendrons à la date de la consolidation en question pour annuler les différences de dotations annuelles occasionnées par cette cession. Commençons, sur ce schéma, les pointillés violets représenteront la valeur brute de la cédante. Ici, la société mère. Les pointillés jaunes représenteront la valeur brute de la filiale. Il s'agit aussi du prix de cession. La double flèche verticale verte représentera la différence entre ces deux valeurs brutes. Et enfin, la double flèche verticale rouge représentera la plus ou moins-value. Voici le cas d'une société mère, société cédante, qui a cédé le 0101N1 à une de ses filiales, une immobilisation acquise le 0101N5 € amortissable sur 10 ans. Cette immobilisation a donc été amortie 4 ans pour un montant de 40 000 €. La VNC à cette date est donc de 60 000 €. Par souci d'exhaustivité, 5 hypothèses vont être analysées. Chacune de ces hypothèses entraînera dans les exercices qui suivront des conséquences différentes en matière d'amortissement. Tout d'abord, commençons par corriger la situation comme si nous étions au jour de la cession en occultant l'impact sur les années qui suivront. Nous allons d'abord analyser les 5 hypothèses en faisant apparaître les écritures de retraitement. Et ensuite, nous verrons comment appréhender la situation de façon générale pour que le problème soit simple à traiter. 1. Analyse des hypothèses. Première hypothèse, le prix de cession est de 50 000 €. Cela signifie qu'entre le montant brut de 100 000 € qui n'existe plus de la mère et celui de 50 000 € de la filiale qui a pris le relais, il manque 50 000 €. Il faut donc apporter une correction en ajoutant 50 000 € pour retrouver le montant brut d'origine, soit les 100 000 €. Par ailleurs, comme nous sommes à la date de cession, le cessionnaire n'a bien sûr pas encore constaté d'amortissement. En revanche, le cédant, à la suite de cette cession, a évidemment contrepassé les amortissements qui étaient rattachés à l'immobilisation qu'il a cédée comme dans toutes écritures de cession, ici pour 40 000 €. Il faut donc aussi faire réapparaître ces amortissements comme s'il n'y avait jamais eu de cession. Enfin, le cédant a constaté une moins-value de 10 000 € puisque l'immobilisation a été cédée pour 50 000 € alors que sa VNC était de 60 000 €. Cette moins-value doit bien sûr être neutralisée avec la constatation d'un impôt différé. Voici l'écriture. Terminé pour la première hypothèse. Deuxième hypothèse, on voit que le prix de cession de 60 000 € est égal à la valeur nette comptable, ce qui permet de ne pas constater de plus ou moins-value. Par conséquent, il ne reste qu'à ajuster la valeur brute de l'immobilisation pour 40 000 € pour atteindre les 100 000 € initiaux. Sans oublier de rétablir les amortissements initiaux. Comme on ne touche pas aux résultats ou réserves, cela n'affecte pas les impôts différés. Voici l'écriture de retraitement. Troisième hypothèse, le prix de cession est de 80 000 €, soit une différence négative de 20 000 € des valeurs brutes à corriger. Il faut donc augmenter la valeur de l'immobilisation de 20 000 tout en réintégrant les amortissements. Ensuite, il y a la plus-value de 20 000 € à neutraliser tout en tenant compte de l'impôt différé. Voici l'écriture de retraitement. Quatrième hypothèse, le prix de cession est de 100 000 €, soit des valeurs brutes identiques. Donc, aucune correction sur la valeur brute devant figurer dans les comptes consolidés. Cela dit, comme dans toutes les hypothèses, il va falloir rétablir les amortissements contrepassés lors de la cession chez la cédante. Par ailleurs, il faut neutraliser la plus-value de 40 000 €, tout en traitant l'impôt différé qui s'y rapporte. Voici l'écriture de retraitement. Cinquième hypothèse, le prix de cession est de 110 000 €. Là, nous sommes dans un contexte très différent car il va falloir réduire la valeur brute de 10 000 €. Pour le reste, il faut réintégrer les amortissements et supprimer la plus-value de 60 000 € comme l'hypothèse précédente. Voici l'écriture de retraitement. Si ces hypothèses donnent le tournis, une façon méthodique permet de faciliter le retraitement d'une cession intragroupe. Prenons le cas de la cession à 80 000 €. A-on rétabli les amortissements au crédit? Quelle que soit l'hypothèse, ces amortissements sont toujours identiques.
B. On inscrit sur le compte de l'immobilisation cédée le montant correspondant à la différence entre la valeur brute du cédant et le prix de cession. C. La différence constitue le résultat de cession qui s'élimine en prenant soin d'y soustraire l'impôt. 3. Passons aux années qui suivent la cession. Durant ces années, puisque le cessionnaire aura enregistré des dotations à partir du prix de cession, nouvelle valeur brute, ces dotations seront potentiellement différentes de ceux qu'aurait enregistré la mère si elle avait conservé son immobilisation. Reprenons l'exemple du prix de cession de 80 000 € dont la durée d'amortissement serait à nouveau de 10 ans mais à partir de la date de cession. Ce qui prolonge la durée de 4 années supplémentaires. Cela donne 10 dotations futures de 8 000 € au lieu des 6 dotations de 10 000 € qui auraient dû être constatées sur les 6 prochaines années. Au 31/12, soit 2 années après la cession, il y a une différence de 2 000 à constater en réserve consolidée et 2 000 en résultat consolidé. Ensuite, il faut constater l'impôt différé. Pour les 4 dernières années d'amortissement chez le cessionnaire, soit à partir du 31/12 plus 4, la différence à enregistrer sera de 8 000 € puisqu'à cette date, l'immobilisation aurait été totalement amortie chez la mère si elle l'avait conservée. Retraitement sur valorisation de stock. Voyons maintenant le retraitement concernant les stocks. Le terme stock est bien adapté à l'aspect matériel où l'inventaire lui donne du sens. Mais en comptabilité, le terme « variation de stock » ne facilite pas la compréhension de cette opération. Souvent réduite à la mémorisation de la formule stock initial moins stock final, ou l'inverse, les stocks représentent pourtant une réalité financière tout simplement logique. Le problème vient uniquement de l'interprétation. Si la compréhension du retraitement de consolidation des stocks ne dépend que de la compréhension de l'aspect comptable, il est nécessaire d'expliquer ce domaine comptable avant de réinterpréter cette opération pour mieux comprendre la consolidation. Prenons un exemple dans le domaine comptable pour plus de clarté. Je viens de créer ma petite entreprise qui a pour objet de vendre des pierres précieuses dont les caractéristiques, taille, carat, couleur, sont strictement définies et rares. Intermédiaire entre les chercheurs individuels d'Afrique du Sud qui sont sur le terrain et un grossiste dans le domaine du luxe situé au Moyen-Orient, mon humble contribution se limite pour le moment à n'acheter ces pierres qu'à un prix défini annuellement et à les revendre à un prix fixé avec mon client et révisé tous les 2 ans. Schématisons. Pour la première année, le prix d'achat était fixé à 4 000 €. Mon client, quant à lui, s'engageait à me les racheter au prix unitaire de 10 000 €, soit une marge prévue de 6 000 € sur chaque pierre. Cependant, lors de la 2e année, les chercheurs sur le terrain, conscients du prix du marché des pierres, ont été plus exigeants en augmentant significativement leurs tarifs pour passer de 4 000 € à 6 000 €. Sur ce schéma, on voit bien en rouge qu'en N-, j'ai acheté 13 pierres à 4 000 €, alors qu'en N, j'en ai acheté 10 à 6 000 €. Pour ce qui est des quantités vendues, elles représentent respectivement 10 et 12 pierres. Si on ignore volontairement la gestion comptable des stocks, cela donne les résultats suivants. En N-, le résultat est de 48 000 € et en N, il est de 60 000 €. Ce qui donne un résultat sur les 2 ans de 108 000 €. Bien sûr, ce raisonnement est erroné mais va permettre de mettre en évidence le rôle de la variation de stock. Pour déterminer le résultat annuel d'une entreprise, il faut d'abord identifier tous ses ventes. Ensuite, on détermine les charges qui vont leur être imputables. On fait référence ici au principe de rattachement. Le problème de ces charges stockables, c'est qu'elles sont déjà enregistrées, par conséquent, pour ne pas les prendre en compte, il faut les supprimer. C'est donc le rôle des stocks enregistrés en fin d'année. Voyons concrètement sur l'exemple. En fin d'exercice N-, on constate que 3 pierres à 4 000 € n'ont pas été vendues ne contribuant pas à la formation du chiffre d'affaires. Ces charges ne sont donc pas rattachables à cet exercice et doivent être exclues. Cette exclusion se fait par report sur l'exercice suivant, ici N, exercice sur lequel elles seront vendues. Cette opération de report se fait via les variations de stock, compte 603, un compte de charge au crédit permettant d'annuler une charge subie par cet exercice. Voyons l'écriture en question et le décalage schématique symbolisant ce transfert. Ensuite, en début N, la même écriture mais inversée permettra de la constater sur ce nouvel exercice. Le même problème se répète fin N où une pierre acquise 6 000 € n'a pas été vendue et doit être exclue de cet exercice. Voilà ce que cela donne en matière de résultats. Pour simplifier et par souci de transparence, nous utiliserons le premier entrée, premier sortie, PEP. En N-, le résultat est de 60 000 € et en N, il est de 54 000 €.
Ce qui donne un résultat sur les 2 ans de 114 000 €, avec un report de charge sur N+1 de 6 000 €. On voit que le résultat de N1 s'est apprécié de 12 000 €, passant de 48 000 € à 60 000 €, grâce justement à l'annulation de charge de 12 000 € que représente le stock final de cet exercice. En revanche, si l'exercice N profite aussi d'un décalage de charge de 6 000 € grâce à son stock final, il supporte aussi les 12 000 € de l'exercice précédent, soit un supplément de charge de 12 000 € moins 6 000 € égale 6 000 €. Son résultat passant donc de 60 000 € à 54 000 €. Maintenant que les images ont permis de mettre en évidence la logique du traitement des stocks, que pouvons-nous en déduire? Simplement que les stocks ne sont ni plus, ni moins que des charges constatées d'avance. Interprété ainsi, le raisonnement devient beaucoup plus évident. Et on sait que plus les charges constatées d'avance d'un exercice N, c'est-à-dire les charges reportées sur l'exercice N+1, sont importantes, plus elles accroissent le résultat N et réduisent celui de N+1. Passons au traitement des stocks en matière de consolidation. On vient de voir que le stock final d'un exercice est un moyen de transférer des charges sur l'exercice suivant. Donc, si nous apportons une correction à la valeur du stock, quelle qu'en soit la raison, retraitement d'homogénéisation ou suppression de marge interne sur stock, cette différence suivra le même traitement que le stock lui-même. Ainsi, le choix d'une filiale d'un groupe d'utiliser une méthode de valorisation des stocks, CMUP, FIFO, LIFO, différente de celle du groupe entraîne inéluctablement une différence de la valeur de son stock. C'est ce cas de figure que nous allons étudier. Traitons un exemple. Reprenons l'exemple en considérant que cette société est la filiale d'un groupe et en modifiant les valeurs de chaque pierre. Nous avons l'exercice N1 à gauche et N à droite. Nous constatons que la filiale utilise la méthode FIFO pour la valorisation de ses stocks. Si nous nous positionnons au 31-12N-1, nous voyons que le stock final est composé de 3 unités valorisées à 2 000 €, soit un total de 6 000 €. C'est donc 6 000 € de charges qui sont reportées sur l'exercice suivant. Le problème, c'est que le groupe utilise la méthode du CMUP. Et d'après cette méthode, le stock aurait dû être de 9 000 €. Soit un report de charges supplémentaires sur N de 3 000 € qui ont pour effet d'accroître le résultat de N1 pour 2 250 € et 750 € d'impôts. Voici l'écriture. Un an plus tard au 31-12N. Selon la méthode de FIFO, on constate que le stock final est valorisé à 5 000 € alors que selon la méthode du groupe, CMUP, il n'est que de 4 000 €. Il y a donc un report de charge moins important de 1 000 € selon la méthode du groupe. Cette charge de 1 000 € aurait donc dû être subie en N et non reportée en N+1. Il est donc nécessaire de passer l'écriture de retraitement constatant cette baisse du résultat N. Voyons cette écriture. Maintenant, passons à l'écriture de retraitement du stock initial puisque celui-ci a été constaté en comptabilité pour 6 000 € au lieu de 9 000 €. Cela dit, les stocks concernés ont été vendus et la différence ne doit impacter que les réserves et le compte de résultat.